Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV, analyse et décryptage dans cette séquence d'un fait inédit qui s'est produit cette semaine. Une première en 17 ans, le chef d'état-major de l'armée algérienne s'est rendu en France, 5 mois seulement après la visite du président Macron en Algérie et avant celle attendue du président algérien à Paris. Le rapprochement est d'abord militaire. La France arme l'Algérie. Oui, mais pour quel motif et contre qui s'arme l'Algérie? Une simple opportunité au vu du budget faramineux annoncé pour la défense dans la loi de finances algérienne ou plus? Pour y voir plus clair dans les nouvelles orientations de Paris vis-à-vis d'Alger, je reçois aujourd'hui l'expert et professeur en relations internationales, Zakaria Aboudahab. Merci de répondre à nos questions. Avec plaisir, Madame. Et il y en a un paquet. Je vais tout d'abord commencer. D'abord par une question pour ceux qui ne connaîtraient pas le chef d'état-major de l'armée populaire d'Algérie, Saïd Chengreha. C'est qui? Alors, comme vous avez dit, Madame Khadija, c'est un général de corps d'armée, donc c'est-à-dire il gère aussi plusieurs divisions, plusieurs régiments. Il a fait une ascension notamment à partir de 2019, quand il a été nommé à la suite du décès en décembre précisément en 2019 de Gaïd Salah, le général précédent, qui était lui le chef de l'état-major, et il a été par la suite confirmé par M. Tebboune. Et donc c'était consécutivement à ce Hirak qui a été amorcé, on va dire, en février 2019. Alors ça d'une part. D'autre part, c'est quelqu'un que les Marocains connaissent bien. À Amgala, c'était une guerre ou une bataille, si vous voulez, en 1976. Il a même été capturé par les forces armées royales. Et depuis, je crois, il avait nourri une sorte d'animosité remarquable. D'ailleurs, on le nomme au niveau de la presse internationale comme étant un antifaucon marocain. Ce qui fait qu'il est aussi ministre de la Défense, il ne faut pas l'oublier. Il était en charge des armées de la terre. Et donc, il a quand même fait des sorties dans lesquelles il considérait le Maroc comme étant l'ennemi à conjurer, l'ennemi classique ou conventionnel. Ce qui fait que, certainement, par ses sorties, il a attiré vers lui beaucoup d'observations et d'interrogations. Et en même temps, on se pose la question au niveau de l'architecture institutionnelle et politique en Algérie qui gouverne réellement, parce qu'on sait qu'à l'intérieur même du système, il y a des factions rivales. Parfois, ce n'est pas très clair. Mais ce qu'on peut dire, que depuis 2006, la visite justement de Gaïd Salah, jusqu'à aujourd'hui, c'est la deuxième fois, ou en tout cas après 2006, une visite du chef d'état-major en France pour évidemment conclure des accords qu'on reprendra tout à l'heure. Alors, un chef d'état-major reçu par un chef d'État, est-ce qu'il n'y a pas un hic dans cette procédure? Parce que bon, il a été reçu par le chef d'état-major, par son homologue français, mais il a également été reçu par le président français. Et petite remarque, sans la présence de caméras. Donc il est clair que l'Élysée ne voulait pas immortaliser ce moment de cette rencontre entre le chef de l'État français, Emmanuel Macron, et le chef d'état-major algérien, Saïd Chengreha. Précisément, on le disait d'entrée de jeu, le gabarit de M. Chengreha fait que celui-ci, et entre parenthèses, il a joué un rôle très important à Ain Amina, c'était je crois en 2013, quand une usine au sud a été prise d'assaut par des groupes terroristes, et donc c'est, on va dire, un héros national. D'ailleurs, il a fait également ses preuves à l'école de Saint-Cyr militaire en France, donc c'est un lauréat des institutions françaises. Maintenant, il est vrai, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a le parallélisme des formes et des compétences. Normalement, on ne réserve pas un tel accueil au chef d'État, c'est-à-dire le général de corps d'armée. Néanmoins, je crois que M. Macron, précisément, il est d'abord dans deux éléments essentiels. Le premier, c'est la question du travail sur la mémoire. Il sait très bien que l'armée algérienne a quand même une certaine légitimité historique. Bon, dans les catégories de sciences politiques, on parle de stratocratie, le régime des militaires, mais il sait très bien que l'armée, de façon générale, au niveau des Algériens, elle est très bien perçue comme étant la protectrice de la sécurité de l'Algérie.
Deuxièmement, je crois que Macron voudrait ici signer et persister, parce qu'il est dans la suite logique de sa visite qu'il a effectuée en août, on s'en souvient, 2022, plus la visite de sa première ministre, Madame Borne, c'était en octobre 2022. Et donc, c'est certainement... la délégation ministérielle qui l'a accompagnée. Et toute la délégation, 15 ministres qui ont accompagné à l'époque, on a fait le commentaire. Donc, ce qui fait, il y a une symbolique, il y a une sémiologie politique, et je crois que, d'après même les déclarations des uns et des autres, la relation algéro-française est dans une accélération. On parle d'une relation exceptionnelle, un réchauffement, et ce qui fait que M. Chengrija symbolise, je crois, on va dire, quelque chose de valeureux pour le peuple algérien. Et évidemment, le président français nous a précisément surpris par cet accueil. Cet accueil qui n'a pas été, encore une fois, médiatisé ni immortalisé. Vous avez parlé de sémiologie. Il y a aussi j'ai envie de dire, une symbolique de ce rapprochement. C'est-à-dire, oui, il y a eu cette visite de cette grosse délégation ministérielle. Il y a la visite qui approche là, du président algérien Tebboune, je crois, en mai en France. C'est une visite d'État. Mais avant, la première brique dans ce réchauffement des relations franco-algériennes est militaire. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière cela? Comment, vous, en tant qu'expert de relations internationales, pourriez-vous interpréter ce rapprochement de défense, de militaire? Est-ce que c'est purement business? 2-3 éléments qui me viennent en tête. Le premier, c'est que lorsque M. Macron avait considéré que le régime ou le système politique est pris en otage, évidemment, cela a attiré un flot de critiques parce qu'il ciblait évidemment l'armée algérienne. Et on le sait, on l'a dit tout à l'heure, que l'armée a un poids. C'est véritablement le socle ou la pierre angulaire de tout le système. Cela est extrêmement... Maintenant, il se rattrape quelque part. Voire même, le président Tebboune à l'époque n'a pas voulu véritablement faire de commentaires par rapport à cette question-là, parce que les Algériens, les autorités algériennes savaient très bien qu'ils auraient besoin d'une France dans une conjoncture très spéciale, on le sait. Le second élément, c'est certainement le travail, encore une fois, sur la mémoire, on l'a dit, un premier rapport qui a été préparé ou coordonné par M. Benjamin Stora, mais par la suite de la visite de M. Macron, c'était en août 2022, il y a tentative de revoir ce rapport et mieux travailler sur cette question-là. Est-ce que la France irait jusqu'à présenter le grand pardon, comme on dit, par rapport à ce qu'elle a... Il n'était pas question, hein, dans une interview. Lors d'une interview, Emmanuel Macron fut clair, et ça ne date que d'il y a 2 semaines. Exactement. Donc il compense, hein, en quelque sorte. Bon, il émet quelques signes de rassurance. Peut-être cela va prendre du temps, mais c'est clair que si on ouvre cette boîte de Pandore, on va trouver énormément de choses. Troisième élément, à mon sens, c'est ce qui se prépare en termes de contrats juteux. N'oublions pas que la France, M. Macron a décidé récemment d'atteindre les 400 milliards de 2023 jusqu'à 2030 au niveau du budget de l'armée. Cela dit, on peut se poser la question sur les sources de financement. Eh bien là, l'Algérie qui devient parmi les sources précisément de ce financement faramineux annoncé par M. Macron récemment. Oui, surtout qu'il a beaucoup pioché dans les réserves de défense de France pour aider l'Ukraine. On le rappellera soit dit en passant. Hein. Alors, rapprochement militaire, bon, certes, il y a beaucoup d'argent à se faire. On connaît les sommes d'argent et les budgets qui sont déboursés. D'ailleurs, il y a un budget faramineux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans la loi de finances algérienne, qui est c'est de se demander pourquoi, alors, vraiment une question assez classique quand on voit qu'un pays s'arme, pour quelles raisons? Est-ce que l'Algérie est aujourd'hui en guerre? Se prépare-t-elle à une guerre? C'est la question que chaque Marocain, chaque observateur se pose. D'abord parce que c'est une augmentation significative. D'habitude, les sommes ne dépassaient pas certaines proportions, mais maintenant, on a grimpé pratiquement à presque 22 milliards de dollars d'après les chiffres les plus récents. Et ne serait-ce que pour cette année, augmentation quand même de 13 milliards, c'est extrêmement important. Donc l'Algérie devient du coup peut-être le premier pays en Afrique à avoir consacré un tel budget à l'armement. Deuxième question, contre qui ce budget où cet armement ou réarmement est dirigé? On le sait traditionnellement, les Algériens s'approvisionnaient de la Russie.
anciennement l'Union soviétique. Et aujourd'hui, il y a une espèce de pression, il est clair, exercée par des Américains, y compris des sénateurs ou des membres de façon générale du Congrès américain, comme quoi l'Algérie finance en quelque sorte les Russes pour attaquer l'Ukraine. Et donc, il y a eu non pas un chantage, mais je dirais des pressions pour que l'Algérie diversifie ses sources. Il n'y a pas que la France, bien entendu, mais il y a aussi l'Italie, il y a également le Royaume-Uni, il y a également les États-Unis, mais généralement, on considère que géopolitiquement, l'Afrique du Nord, le Sahel, n'ont pas une chasse gardée, mais la France a une sorte de grandfather clause, une clause de grand-père. Mais je dirais que cela inquiète parce que c'est une augmentation, certes, qui nous interpelle, nous tous, dans un contexte de région, ou dans une région qui est déjà fragilisée par le terrorisme, par la vulnérabilité. Et donc, ce qui fait que, malheureusement, cela pourrait peut-être pousser d'autres acteurs à connaître une sorte d'escalade pour augmenter leur budget par rapport à l'armement, parce qu'il y a une loi qui s'appelle l'équilibre des forces. Donc, on voit très, très bien que ça nous inquiète, il faut le dire. Et pourquoi ça n'inquiète pas Paris ? Je crois que cela dépend de la nature des livraisons qui vont être faites, il me semble, parce que la France va rester certainement vigilante. Elle est aussi tenue par des engagements mondiaux. Il ne faut pas que ces armes acquises soient destructrices. Donc on va dire que va rester un peu dans le conventionnel, plus ou moins, et je voulais me rattraper sur un point, il me semble, c'est la question d'absorption des fonds par l'Algérie, c'est-à-dire économiquement parlant. Quand il y a des excédents, ipso facto, la voie la plus naturelle, la plus normale, c'est le budget de la défense. Mais on peut se poser la question sur les injections qui peuvent être se faire au niveau du développement économique, social, les infrastructures. Oui, mais quand le président du pays annonce avoir retrouvé 32 milliards de dollars dans un appartement, c'est à peine croyable, mais bon, il l'a annoncé en grande pompe. Hein. Il y a eu beaucoup de commentaires 32 milliards de dollars. C'est plus que le budget des donc voilà, donc l'Algérie a connu cette aubaine, bien entendu, et on peut se poser la question si cela ne pouvait pas être mieux utilisé dans des investissements à impact social sur les citoyens, parce que quand même, c'est 40 millions d'individus, ce qui fait que, c'est vrai, c'est une question souveraine, mais comme nous vivons dans... Vous savez, Madame Ihsan, on parle, nous, en relations internationales, de l'anarchie, c'est-à-dire chaque État se fait justice lui-même, ce qui fait que ce genre d'action... malheureusement, sont des actions qui sont dissuasives et certainement, il faudra suivre attentivement le développement de cette question. Très bien. Si, admettons, justement, il y a utilisation de ces armes quelque part, quelles conséquences de ce rapprochement dans la région, compte tenu déjà de la situation dans le Sahel, de la France qui n'est plus au Mali et bientôt plus au Burkina, est-ce que l'Algérie aurait un rôle maintenant à jouer Sûrement. Dans le Sahel ? Sûrement, puisque d'abord, vous savez, il y a un moment, peut-être une année ou plus, l'Algérie a décidé de fermer l'espace aérien aux avions militaires français oui. Pour atteindre le Mali. Déjà, on le sait avec d'abord un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec des frontières peut-être avec 6 pays, y compris le Niger, y compris le Mali, la Mauritanie, etc. Et comme aussi, il ne faut pas l'oublier, je profite de l'occasion pour rappeler que l'Algérie abrite aussi un groupe armé qui s'appelle le Polisario. Donc pour la France, comme elle est malmenée par rapport à son fief traditionnel, le Niger, le Sahel de façon générale, peut-être le Tchad, le Mali, Burkina Faso récemment, et on a appris... tout à l'heure que même peut-être la Gambie aurait été l'objet d'une tentative de coup d'État. Donc, ce qui fait que reprendre du poil à la bête, comme on dit, retrouver du terrain, de l'espace géostratégique, nécessairement, il y a l'axe qui est comme ça, Paris-Alger. Donc nécessairement ouvrir des couloirs pour peut-être permettre un redéploiement de l'armée française éventuellement, parce que les Français ont des intérêts aussi économiques dans ces régions-là. Ça d'une part. D'autre part, je crois que pour l'Algérie, c'est une diversification aussi des partenaires. Ça ne risque pas de froisser son partenaire classique ? Et je crois que les Algériens ne sont pas dupes. Ils savent très bien qu'ils jouent un peu sur les équilibres eux aussi. Vous voyez, c'est-à-dire garder un minimum incompressible avec l'allié traditionnel qu'est la Russie, ça va de soi. D'ailleurs, bientôt Sergueï Lavrov, qui déjà a effectué une visite en Afrique du Sud, il va faire une tournée en Afrique. Généralement, il devrait visiter aussi le Maroc. Alors ça d'une part, et en même temps, s'ouvrir sur d'autres partenaires parce qu'ils savent
que l'arme du gaz aujourd'hui leur permet d'augmenter leur bargaining, leur pouvoir de marchandage. Et on l'a vu récemment avec la visite récente de Mme Meloni, la première ministre ou la chef du gouvernement italien. Donc on voit très bien que chacun essaye de faire avancer un peu ces éléments, si vous voulez, sur un échiquier qui est mobile, qui est mouvant, dans un contexte qui est aggravé par la guerre en Ukraine. Et bien voilà, la France voudrait s'appuyer sur le soutien et sur l'expérience de l'armée algérienne en ce qui concerne la question sahélo-saharienne. Il y a des échanges d'informations qui vont aussi dans ce sens. C'est clair. Professeur Abou Dahab, Parce de quelle nature? La délégation qui a accompagné M. Chengriha comprend aussi de hauts fonctionnaires. Et déjà, avant, il y a eu des visites de ce genre, nous n'oublions pas. Et le renseignement, c'est extrêmement important, parce que ça permet quand même d'activer une approche préventive. Et l'Algérie a une grande aussi expérience, il faut le reconnaître. Au même titre que le Royaume, elle a connu quand même la décennie noire, et il sait très bien, d'après donc ses expériences par rapport au Sud, le Sahel algérien et le Sahara algérien, qu'elle pourrait, en matière de renseignement, vous l'avez si bien dit, aider la France peut-être à avoir des éléments d'information qui sont stratégiques. Est-ce que la France peut donner des informations stratégiques à l'Algérie? Alors là, c'est la grande question. Hein. On aimerait peut-être formuler des hypothèses de ce genre, mais probablement aussi l'Algérie a un plan derrière ça, parce que au final, ce que cherche l'Algérie, nous ne l'oublions pas, je reviens à la question de la mémoire. Parce qu'il y a quand même un contentieux historique qui est là. Et si donc... mais ils vont au-delà. Oui. Là, clairement, on négocie des contrats d'armement et autres. On ne connaît pas les autres facettes du rapprochement entre Paris et Alger, au détriment de cette mémoire, de ces 1,5 million oui, bien sûr. De chouhada. Exactement, de martyrs. Mais permettez-moi, Madame Hassan, aussi de rappeler une chose, parce qu'il y a beaucoup d'opposants algériens qui sont en France, y compris des activistes politiques. Il y a cette question qui est sur la table, éventuellement, est-ce que Paris irait jusqu'à peut-être remettre des personnes, y compris des journalistes, soit déjà condamnés ou autres? Donc c'est cela, véritablement, une question qui devrait aussi nous interpeller. Une dernière question, peut-être... Aujourd'hui, vous en avez parlé tout à l'heure, le Maroc a beaucoup de questions à se poser parce qu'il est clair aujourd'hui que les armes du Polisario ne tombent pas du ciel, ils viennent bien d'une source. Cette source, c'est bien sûr l'Algérie. Cette question n'a pas traversé l'esprit d'un partenaire aussi historique et aussi important pour le Maroc qu'est la France de vendre d'armer indirectement un mouvement séparatiste qui attaque l'intégrité territoriale du Royaume, du Maroc. Alors officiellement, l'Algérie dit par la voix des responsables qu'elle ne s'arme pas contre le Maroc, mais plutôt pour se défendre. La revue, la dernière édition, je pense d'août 2022, d'ailleurs, l'avait si bien dit. Évidemment, nous, on peut faire des recoupements, etc. Il y a un second élément, c'est ce qu'on appelle la dissuasion. C'est carrément ne pas engager une guerre, mais plutôt renforcer la dissuasion d'un pays. D'ailleurs, étonnamment dit par M. Tebboune, il y a quelques semaines, on a coupé les relations diplomatiques avec le Maroc pour ne pas engager une guerre avec ce pays. Vous voyez? Donc déjà, il y a une espèce de paradoxe dans les comportements et les déclarations de certains responsables algériens. Mais permettez-moi aussi de vous dire qu'il faudra attendre de scruter un peu la nature des livraisons d'armes par la suite. Et au final, si vous avez évoqué le cas des milices du Polisario, au cas où ces dernières utiliseraient du matériel algérien, ce serait cette fois-ci une agression qualifiée, parce que les attaques vont être menées à partir du sol algérien. Je n'imagine pas un déplacement par des tanks pour venir juste aux frontières du Maroc, c'est-à-dire tout près du mur de défense, ce qui fait que la France joue sur les équilibres, sur cette dialectique pour avoir le maximum, ce qui fait que malheureusement, je crois, ce genre de comportement ne fait qu'augmenter la tension déjà grande au sein de la région. Au sein de la région, il y a une tension quand même, ou un froid, un peu, qui existe aujourd'hui entre le Maroc et la France, bien que Paris essaye un peu de tempérer, de mettre de l'eau dans son vin en disant que, effectivement, les relations entre le Maroc et la France sont au beau fixe. Alors, récemment, j'ai écouté la porte-parole de l'Élysée hier, qui, à la suite de questions qui ont été adressées par rapport à la résolution du Parlement, que les relations sont normales, au contraire, elles sont en train de se développer,
que nous comptons encore, selon les dires de la porte-parole, les développer. La visite de Mme Colonna, précisément, a dissipé certaines questions de discorde, comme la question des visas. Donc, on a rétabli normalement les relations sur le plan consulaire. Cette visite de M. Macron, grand point d'interrogation, il faut le dire, avec la visite déjà annoncée de M. Tebboune en mai 2023 en France. Donc, ce qui fait que, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette relation? Elle est aujourd'hui peut-être au point mort. Il faudra véritablement la doper. Peut-être les attentes du Maroc n'ont pas été satisfaites, notamment lorsque Sa Majesté, le roi, avait dit que c'est le prisme avec lequel, ou les lunettes, le Maroc regarde la question des partenariats futurs avec les pays, notamment la question du Sahara. Mais du moins, Mme Colonna, quand elle a parlé du soutien au plan marocain d'autonomie, je crois qu'implicitement, elle voudrait dire par là qu'il y a du politiquement correct, il y a un équilibre à préserver, et c'est ainsi que je conçois les relations. Est-ce qu'il y a un équilibre à préserver, ou comme l'a dit François Hollande dans une interview, il y a un déséquilibre aussi à préserver parce qu'il permet de maintenir tout simplement les intérêts, et notamment économiques pour la France. Oui, c'est une vieille politique. Vous savez, je ne vais pas dire autre chose qui va fâcher nos amis. Non, nous ne sommes pas là mais on va pour dire, cela. Madame Khadija, il y a le réalisme. Parfois, il se transforme en réalisme cynique. Vous savez, le meilleur, je crois, la meilleure référence en réalisme, en politique, c'est soit Hobbes, soit Machiavel. Les fins justifient les moyens. Mais j'aimerais aussi évoquer le principe de Hans Morgenthau, c'est que la modération, ça nous prémunit contre les deux excès. Le premier excès, c'est l'excès de morale. Le second, c'est la folie politique. Donc, ce qui fait que la France a intérêt réellement à équilibrer la relation et à œuvrer, d'abord, je le crois, à rapprocher le Maroc avec l'Algérie. Sur le long terme, je parle du long terme, évidemment. Et en même temps, développer ce Maghreb, parce que nous avons besoin d'un Maghreb qui est stable, qui ne soit pas armé ou surarmé, plutôt axé sur le développement des énergies renouvelables, le développement humain, etc., plutôt qu'une escalade de ce genre, peut-être légitimée ou appuyée par certains acteurs internationaux. Merci beaucoup, professeur Zakaria Aboudahab. Merci à vous. Merci de nous avoir éclairé sur cette question de ce rapprochement entre la France et l'Algérie. Voilà, c'était la séquence invitée de la rédaction. Très bonne suite des programmes.